Bonne année et bienvenue à la toute première édition des Mardis de Stu de 2026. Nous sommes heureux d'accueillir un Stu Cadwell plutôt positif aujourd'hui. Il est le chef mondial des placements chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Stu, vous avez pris un peu de temps pour vous et votre famille pour bien commencer la nouvelle année? Oui, j'ai passé d'excellentes vacances. C'était formidable d'être en famille. Les enfants sont retournés à l'école aujourd'hui, alors c'est un peu triste après avoir passé de si bons moments, mais tout va bien, tout va bien. Avez-vous assisté à un feu d'artifice pour le réveillon du Nouvel An ou à un autre événement excitant, ou bien organisé une grande fête pour le réveillon chez les Cadwell, ou était-ce plutôt calme? Eh bien, nous avions la chance d'être dans le sud. Alors, assis sur la plage, nous avons eu droit à un immense feu d'artifice. C'était magnifique. Nous avons vraiment de la chance. C'était aussi très bien d'avoir du temps pour réfléchir. J'ai lu quelques livres, un roman, un essai, et je reviens revigoré. Vous avez lu quelque chose d'intéressant? D'abord, je lis toujours un roman policier. Cette fois, c'en était un de Dan Brown qu'un ami m'a offert et il était plutôt bon. Un autre ami m'a donné Dominion, qui raconte l'histoire du CP, de la création du Canada, de la politique de l'État-nation et de la construction du chemin de fer. C'est incroyable de penser que cela se soit passé il y a 150 ans, et plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. La géopolitique est revenue au centre de l'attention de nombreux investisseurs. Pas sûr qu'elle n'ait jamais été inactive comme certains le pensent, mais elle est très clairement au centre des préoccupations des investisseurs aujourd'hui. Oui, et bien sûr, c'est le chemin de fer qui a relié le Canada d'un océan à l'autre et qui a fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui à bien des égards. Nous avons dû nous serrer les coudes en 2025 face à certaines menaces, parfois sérieuses, parfois exagérées, mais auxquelles nous devions néanmoins prêter attention. Quand on pense à l'investissement, Stu, que ce soit au Canada ou dans le reste du monde, quand on pense à 2025 comme une année propice à l'investissement et bien sûr à la gestion d'un grand groupe de gestionnaires en placement partout dans le monde, que pensez-vous que vous allez retenir de l'année dernière? Je pense qu'avec un marché haussier important, les thèmes ont vraiment tendance à jouer un rôle majeur. L'enthousiasme pour l'avenir, en particulier en ce qui concerne l'intelligence artificielle, a été très important, bien sûr. Au début de ce genre de mouvement, on se concentre beaucoup sur l'ampleur du phénomène plutôt que sur le fait que certains thèmes ne se sont peut-être pas encore concrétisés. Aujourd'hui, nous avons la robotique, l'automatisation, et cela s'est évidemment poursuivi avec l'intelligence artificielle, mais l'accent est mis énormément sur l'efficacité, la productivité. Je pense qu'à mesure que nous passerons de 2025 à 2026, nous devrons voir les retours sur investissement. Comme je l'ai dit, 2025 était axé sur l'ampleur des progrès à venir. Je pense que 2026 sera axé sur la question suivante: ces progrès seront-ils aussi importants qu'on le pensait? Où est-ce qui est généralement le plus difficile? Donc, lorsque vous commencez à réfléchir à cela, quelques jours seulement après le début de l'année 2026, vous êtes là à l'ouverture du marché, les 2 premiers jours de bourse, et vous observez comment cela se passe, ce qui vous donne généralement une petite idée de la façon dont l'année va se dérouler et du sentiment des gens à l'aube de cette nouvelle année. Mais que pensez-vous de l'avenir? Êtes-vous particulièrement optimiste pour cette année ou avez-vous des réserves face à la situation actuelle? Est-ce uniquement le cas du marché canadien ou également du marché américain ou y a-t-il d'autres endroits qui vous inquiètent? Eh bien, je ne sais trop comment me décrire moi-même, mais disons que j'ai une personnalité plutôt équilibrée. Je ne penche jamais d'un côté ou de l'autre, et je pense que cette année, comme la plupart des années d'ailleurs, nous connaîtrons des périodes d'optimisme marquées
Et pendant ces périodes, nous devrons faire preuve d'un peu de réalisme et nous demander si les chiffres seront à la hauteur de cet optimisme. Il y aura aussi des périodes de frustration, mais celles-ci pourraient offrir de belles opportunités. Lorsque nous commençons chaque année, nous savons toujours à l'avance qu'il y aura probablement des mesures correctives, il y aura probablement de l'excitation, et comme pour tout, il y aura toute une gamme d'émotions au fur et à mesure que nous avancerons. Il faut donc être assez équilibré, essayer de réfléchir à ces scénarios à l'avance. Plusieurs éléments sont ressortis l'année dernière. Tout d'abord, les États-Unis, malgré de solides performances, n'ont pas été le marché boursier le plus performant. Nous devons donc réexaminer la capacité de certains marchés non américains à peut-être poursuivre leur performance relative des premiers jours. Les marchés émergents ont connu un début d'année plus solide, tout comme un certain nombre de marchés mondiaux. C'est une période intéressante car si l'on examine les graphiques sur 10 ou 15 ans de ces marchés par rapport aux États-Unis, on constate qu'ils ont connu une tendance à la baisse pendant de longues périodes. Et l'année dernière, malgré leur bonne santé, ils ont simplement repris leur tendance baissière ou, dans certains cas, connu de légères interruptions de cette tendance. Nous pouvons donc soit considérer qu'il s'agit d'un événement isolé, soit penser que cela constituera un signe révélateur très important dans les mois à venir, quant à savoir si ces tendances sont réellement en train de changer ou si le vent est en train de tourner. Et comme je l'ai dit, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais souvent, après les premiers jours de négociation, on aime voir ce qui se passe et certaines de ces tendances ont persisté. C'est donc un élément important. Le deuxième élément important sera bien sûr l'engouement pour l'intelligence artificielle et les centres de données. Cela se concrétisera-t-il comme nous l'avons vu jusqu'à présent? Et je pense que le plus important à un moment donné cette année sera de voir le retour sur investissement dans ces domaines. Cela se traduira par une demande accrue pour les centres de données, car les gens tirent réellement profit de l'utilisation de l'intelligence artificielle et cela devra se répercuter sur leurs activités, se traduire par une augmentation de la productivité. Nous l'avons vu, je pense que l'année dernière, l'un des exemples les plus marquants a été celui du secteur du transport routier, où une entreprise a montré comment elle utilisait l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'une IA générative, mais plutôt d'un apprentissage automatique, mais cela a permis d'optimiser sa flotte de camions, d'augmenter ses marges et de voir son action bien récompensée. Dès qu'une entreprise découvre une nouvelle stratégie, tout le monde veut s'y mettre et tout le monde se concentre alors sur l'efficacité, la productivité et sur la question de savoir si ces avantages se répercuteront sur les résultats financiers. Je pense donc que ce sont là quelques-uns des aspects sur lesquels nous nous concentrons. Nous avons déjà discuté de la question de savoir si les soins de santé bénéficieront de l'IA. Il y a toutes sortes de possibilités. Mais je pense que la transition vers la nécessité de voir le retour sur tous ces investissements se fera au fur et à mesure que l'année avancera. Et c'est là que se concentrera l'attention, Stu. Elle ne portera pas sur l'intelligence artificielle elle-même ou les actions spécifiquement associées à l'IA, la mise en place de l'infrastructure, la construction des centres de données, les puces qui font fonctionner le tout, mais plutôt comme dans votre exemple de société de transport routier ou dans celui des soins de santé, où un large éventail d'entreprises vont utiliser cette technologie pour améliorer leurs résultats financiers. Oui, je pense que ce sera une combinaison de tout ça. Quand on pense aux milliards de dollars dépensés, la patience du marché boursier aura ses limites. Nous avons vu des exemples au quatrième trimestre d'entreprises qui se sont développées en empruntant de l'argent. Vont-elles obtenir des retours sur investissement? Il ne suffit plus de dépenser à outrance. En bout de ligne, il faudra qu'il y ait un retour sur investissement, sinon le marché boursier pourrait perdre patience. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles innovations. J'ai mentionné la robotique, la conduite autonome, etc.
Je pense également que lorsque nous identifierons ces cas d'utilisation future, la concurrence pourrait être un peu plus intense que nous le pensions. Si je devais citer un autre thème sur lequel nous nous concentrons beaucoup cette année, ce serait les marges, car de nombreuses entreprises ont des marges très élevées. Le marché boursier affiche des marges relativement élevées par rapport à l'histoire, et lorsque les valorisations sont élevées, il devient extrêmement important de les maintenir. Lorsque quatre ou cinq grandes entreprises s'engagent toutes dans le même domaine, on peut se demander si le profil des marges sera à la hauteur des attentes. Si vous considérez ce thème sous l'angle de l'IA, obtenir un rendement sur tous les investissements réalisés dans l'IA sera une chose, bien sûr. Et puis, vous parlez des marges de manière plus générale et surtout dans les segments du marché où les valorisations sont tendues. Nous avons discuté avec David Lambert juste avant ceci et nous avons parlé des actions européennes du secteur de la défense. Le marché européen affiche de belles valorisations, mais vous avez ces actions du secteur de la défense dont les valorisations sont tendues. Si vous regardez le marché américain, il y a le marché dans son ensemble et puis il y a les 7 magnifiques. Dans le cas du marché canadien, vous avez toutes sortes d'actions, l'or et les métaux et certaines de ces actions qui montent en flèche. Est-ce l'un des domaines qui vous préoccupe le plus? Sur chaque marché, vous constatez une accélération. Sans aucun doute, même ces derniers jours, nous avons constaté pendant la période de Noël une forte hausse du prix de l'argent. Nous avons vu le prix du cuivre remonter de manière assez significative ces derniers jours, le nickel ce matin. Et dans le cas de l'or, si vous êtes inquiet pour certaines monnaies, vous allez continuer à y investir. Mais dans le cas du cuivre, par exemple, le prix aura un impact sur la demande. Je ne sais pas exactement quel est ce prix aujourd'hui, mais comme nous sommes dans une fourchette de 5,5 $ à 6 $ à peu près, il y a forcément des gens qui se demandent s'il existe un substitut. Il se passe toutes sortes de choses dans les prix des matières premières. Comme le dit le vieil adage, la solution au prix bas, ce sont les prix bas, et la solution au prix élevé, ce sont les prix élevés. Nous devons donc toujours être vigilants car les gens s'enthousiasment beaucoup. Dans le secteur financier, et je pense que c'est le cas dans presque tous les secteurs en fait, les gens ont tendance à être plutôt optimistes. Cela ne signifie pas pour autant que la fête est sur le point de s'arrêter, mais nous devons également reconnaître que nous sommes loin d'investir des capitaux alors que les gens étaient vraiment inquiets. Aujourd'hui, il faut un environnement assez calme pour que les choses se déroulent et soient favorables aux revenus et aux marges. Nous parlons du prix des métaux et du cuivre comme d'un élément utilisé dans toute l'économie et qui touche de nombreux secteurs et domaines différents, notamment l'intelligence artificielle et la production d'énergie. Vous pensez à la façon dont ce prix est étiré. Et puis, on regarde le prix du pétrole qui fluctue, ce qui a une tendance sur le prix à la pompe. Si l'on considère l'économie canadienne en particulier, l'impact est considérable, bien entendu. Le secteur pétrolier vous préoccupe-t-il? Ou bien pensez-vous que dans ce cas précis, la baisse des prix va résoudre tous les problèmes? Eh bien, je suis plutôt du côté des optimistes. Il y a le coût marginal qui est le prix du brut nécessaire pour justifier le rendement sur investissement et les coûts au comptant qui seront nécessaires au cours d'une année donnée. Et nous ne sommes pas loin de ce prix aujourd'hui. Je pense donc que le niveau d'investissement qui sera consacré
à la nouvelle capacité de production de brut va probablement surprendre les gens à la baisse, ce qui est finalement une bonne chose pour les prix. Il y a actuellement un excédent important de pétrole et le prix est resté bloqué dans une fourchette de 55 à 65 dollars pendant un certain temps, alors que nous nous efforçons de résorber cet excédent. À la baisse, les choses peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle le coût au comptant. Les capitaux ne sont même pas immobilisés. Donc, si vous pouvez récupérer vos coûts au comptant grâce à l'exploitation, vous pouvez persévérer. Mais là encore, lorsque vous avez ce genre de discussion, il est généralement temps de commencer à réfléchir à la manière dont cela pourrait prendre fin. Et même hier, lorsque nous avons vu les événements au Venezuela et l'idée que cela allait remettre leur industrie sur pied, vous pensez aux milliards de dollars nécessaires pour les infrastructures et au calendrier. Et vous avez toujours besoin d'un prix du pétrole à ces niveaux ou plus élevé pour rentabiliser cet investissement. Chaque fois que vous avez un marché confronté à une légère surabondance de l'offre, c'est le moment où vous voulez aller voir de plus près ce secteur, car si la demande est constante ou en légère croissance, l'offre se régule souvent d'elle-même, ce qui peut être plus intéressant à moyen terme. Si vous vous projetez dans l'année à venir et que vous examinez les secteurs qui vous intéressent particulièrement à travers le monde, y en a-t-il qui se démarquent? Je sais que nous avons beaucoup parlé l'année dernière des banques et de la courbe des taux qui s'accentue. Nous avons également évoqué certaines actions du secteur des métaux et nous avons bien sûr beaucoup parlé de l'IA. Mais y a-t-il des thèmes qui vous semblent très intéressants cette année en termes de secteur? Oui, le changement d'année est toujours un moment intéressant pour examiner cela, même si ce n'est pas vraiment ainsi que les investisseurs fonctionnent dans la vie réelle. Les secteurs qui ont été très performants sont ceux de l'industrie, de la finance et des technologies. Je dirais qu'en ce début d'année, les secteurs de la finance et de l'industrie ont continué sur leur bonne lancée. Dans le secteur des technologies, on commence à observer un léger élargissement qui ne se limite pas aux actions liées à l'IA. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas des logiciels, mais même certains titres des semi-conducteurs analogiques qui sont plus largement liés à l'économie, les titres des semi-conducteurs se sont un peu mieux comportés. Il faut toujours se concentrer sur ce qui fonctionne et être vraiment en paix avec soi-même, sachant que la valorisation n'a pas trop tiré cela vers le haut. La valorisation dans ces secteurs est plus élevée et en conséquence, vous avez tiré quelque chose vers l'avant, mais cela ne semble pas trop important à ce stade. Ensuite, vous devez vous intéresser à certains secteurs en difficulté qui n'ont pas été aussi performants, car ce sont des domaines où le vent peut tourner. À partir de l'année dernière, le premier secteur où le vent a commencé à tourner est probablement celui de la santé. Nous avons dit que les valorisations n'étaient pas mauvaises, qu'il y avait un peu plus de certitude sur le plan réglementaire, que ce secteur pourrait bénéficier de l'IA du point de vue du développement et de certaines de ses structures de coûts importantes. Il y a eu un léger revirement à cet égard. Ensuite, il y a les autres domaines qui n'ont pas été aussi performants, comme les biens de consommation courante. Malheureusement, rien n'indique pour l'instant que la situation soit sur le point de changer. Les valorisations se sont améliorées, mais on se demande quel sera le déclencheur de la demande. Il y a des poches. Certains détaillants ont été plus solides, mais les fournisseurs réels de certains produits de base ne sont pas très performants. Dans le Wall Street Journal de la semaine dernière, on pouvait lire que les macaronis au fromage Kraft Dinner subissaient les assauts de deux fronts. D'une part, des marques de distributeurs moins chères et d'autre part, des marques nouvelles ou plus sophistiquées qui ajoutent des protéines et toutes sortes d'autres ingrédients. Ils sont donc attaqués sur les deux fronts.
Bon, ce n'est pas qu'une histoire de macaroni au fromage, c'est le cas dans beaucoup de ces catégories où les marges ont été assez élevées et qui courent le risque d'être attaquées des deux côtés. Donc, dans les domaines qui n'ont pas vraiment été leaders, il faut toujours chercher à savoir quelles sont les valorisations vraiment intéressantes. Comment cela pourrait-il s'améliorer, changer? Et le secteur de la santé a un peu changé en ce sens. Le secteur de l'énergie n'a pas encore changé, mais il présente certains éléments favorables. Dans le secteur des biens de consommation courante, les valorisations sont assez faibles par rapport à l'histoire. Mais là encore, il faut guetter le revirement. Il faut toujours observer l'ensemble du marché. Je pense que ce qui est vraiment important pour un investisseur, c'est de se demander pour toutes les actions qu'il détient, ce qu'il faudrait pour que cette société progresse encore de 10 ou 15. Parfois, ces 10 ou 15 peuvent provenir d'une amélioration des bénéfices et d'un retour à la normale des valorisations. Il y a deux éléments. Parfois, cela doit provenir uniquement de la croissance des bénéfices, parfois cela dépend fortement de l'augmentation des revenus et des marges. Donc, quel que soit l'élément du marché, vous devez toujours vous demander quels sont les éléments clés auxquels je souscris pour en arriver à des rendements. Oui, et Stu, je pense que nous savons tous les deux, pour avoir travaillé longtemps dans ce secteur, que c'est traditionnellement en janvier et en février, au début de la nouvelle année, que les Canadiens d'abord vont à la salle de sport pendant quelques semaines, comme tout le monde ailleurs dans le monde. Mais pour les Canadiens en particulier, c'est le moment où ils font le point sur leurs finances. C'est la saison des REER, une idée bien ancrée dans l'esprit des Canadiens et dans toute la structure de l'année financière. Bien sûr, il y a la saison fiscale cruciale qui arrive en avril, nous ne voulons pas ignorer cela, mais c'est la grande saison des investissements. Nous avons donc voulu réaliser cette série d'émissions avec vous et de nombreux autres gestionnaires de placement du monde entier afin de nous tourner vers l'avenir et réfléchir à ce qui pourrait changer cette année. C'est le moment idéal pour examiner vos placements et vous demander si ceux qui figurent dans votre portefeuille ont toujours leur place. Si vous faites appel à un gestionnaire de placement professionnel comme vous, sachez que c'est exactement ce qu'il fait lorsqu'il examine l'ensemble de votre situation. Je pense que c'est peut-être même ce qui différencie un professionnel d'un investisseur moyen, comme moi, qui se concentre peut-être uniquement à cette période de l'année sur ses finances et l'état de son portefeuille, alors que vous et vos collègues, vous le faites à chaque instant, partout dans le monde, 365 jours par année. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle année, la nouvelle année commence et vous commencez à réfléchir à ce qui pourrait changer. C'est une marque dans le sable, non? Oui, tout à fait. Alors, vous avez abordé certains des domaines qui, selon vous, pourraient être intéressants cette année, certaines des choses à surveiller, mais d'autres choses, elles, ne changent jamais. J'étais moi aussi un feu d'artifice et j'aurais juré avoir vu passer un super héros traverser le ciel parmi le feu d'artifice. C'était encore plus spectaculaire que les feux d'artifice eux-mêmes. Je n'ai pas réussi à identifier ce super héros extraordinaire qui semblait tirer parti de tous les rebondissements, du feu d'artifice, de tout ce qui se passait autour, y compris les conditions météo. Ça vous dit quelque chose? Il me semble que ça devrait vous parler, non? C'est vrai, on me confond souvent avec Mighty Mouse parce que je ne suis pas très grand, mais le héros des placements échelonnés était probablement là, avec sa cape au vent, avec juste ce qu'il fallait pour faire face à un environnement instable et vous permettre de respecter votre plan financier à long terme. Vous pensez donc que 2026 pourrait être à nouveau une année spectaculaire pour le héros des placements échelonnés? Je pense que le héros des placements échelonnés a toutes les chances de son côté. Il profite de ces conditions favorables, ce qui est plutôt une bonne chose. Il suffit de miser petit à petit, au fil du temps, au lieu de mettre tous ses jetons sur la table en même temps. C'est exact. Et au fil du temps, il devient le super-héros de votre portefeuille.
Exactement. Excellent. Eh bien, Stu, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année. Je pense que nous avons largement dépassé les 40 mardis de Stu l'année dernière et j'espère que nous pourrons maintenir cette régularité cette année. Je sais que vous êtes désormais un acteur important en tant que chef mondial. Déplacement. Oui, je suis élu à ce poste, mais il me reste 3 semaines avant d'entrer en fonction. Ah oui, c'est pour ça que vous venez encore à l'émission. Beaucoup de gens sont surpris par ça. Ils pensent que vous allez m'abandonner. Mais j'espère que nous pourrons continuer comme ça parce que c'est toujours génial, votre sagesse. Je sais que vous aimez Warren Buffett. J'ai lu cette citation: continuez d'être une bonne personne, mais achetez des actions ennuyeuses. Je sais que vous avez appliqué ce principe. Vous êtes évidemment une bonne personne avec toujours des paroles de sagesse à nous offrir et nous l'apprécions. Alors, merci et bonne chance à vous et à votre famille pour 2026. Super, pareil pour vous, Dave, et merci beaucoup. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.